Bonjour à tous, ici Lucas Marchand. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Je suis passionné par la technologie, je suis passionné par les actions tech. Et les crypto-monnaies, pour moi, c'est l'actif sur lequel j'ai le plus d'espérance et sur lequel je suis le plus haussier parmi tout ce qui existe aujourd'hui. Je pense que c'est une révolution. Je pense que c'est une technologie au potentiel quasiment infini. Et donc, les cas d'application vont permettre à cette industrie de devenir 10 fois, 100 fois plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est une opportunité qui est si grande et pourquoi je suis aussi haussier là-dessus, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est un peu ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui. Je veux que vous compreniez en quoi une crypto-monnaie est différente d'une action, en quoi elle est différente d'une entreprise, en quoi sa valorisation se fait différemment d'une entreprise. C'est vraiment capital de comprendre ça, parce que si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi c'est un investissement qui vaut la peine dans une optique de diversification et dans l'optique aussi de prendre des paris asymétriques dans votre stratégie. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Terra Luna, on va parler aussi du Bitcoin et on va parler aussi d'Ethereum. Récemment, vous savez que Terra Luna, vous savez ou vous le savez peut-être pas si vous n'êtes pas intéressé par les crypto-monnaies. Terra Luna, c'était une crypto-monnaie considérée comme un blue chip, c'est-à-dire une crypto-monnaie très importante avec une capitalisation très importante qui avait connu beaucoup de succès. Elle a complètement crashé en quelques heures, il y a quelques semaines, et elle a en fait quasiment disparu. Disparu? Pas tout à fait. Et c'est ça qui est important et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc Terra, c'était une crypto-monnaie qui était basée en grande partie sur un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'ils avaient répliqué l'US dollar avec des algorithmes et donc avec pas de backing derrière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vrai dollar derrière les dollars algorithmiques de Terra. Et donc, c'était une expérimentation cryptographique, une expérimentation blockchain pour créer cette nouvelle sorte de dollar. C'est un petit peu technique, on n'a pas besoin d'aller dans ces détails-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existait une faille dans ce dollar de Terra Luna qui s'appelle l'UST et que cette faille a provoqué la chute du protocole Terra Luna qui est tombé à zéro. Mais comme je vous l'ai dit, à zéro, pas tout à fait. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ça, c'est le graphique de Terra Luna. C'est la valorisation de Terra, en fait. Terra, c'est la crypto-monnaie qui était couplée à l'UST. C'était les deux crypto-monnaies, si vous voulez bien, qui étaient à la base de l'écosystème Terra. Une crypto-monnaie un peu plus comme le Bitcoin ou l'Ethereum dont la valeur en dollars évolue énormément, et une autre crypto-monnaie, l'UST, dont la valeur était censée rester exactement la même que celle du dollar américain. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, l'algorithme n'a pas bien fonctionné, il y a eu une série de ventes de l'UST, ce qui a provoqué une spirale qui a inflationniste en fait sur le Terra, puisqu'il y a un lien en fait direct entre le Terra et l'UST, ce qui a fait que une quantité infinie de Terra quasiment a été créée, la valeur de l'UST est passée quasiment à zéro et le protocole est quasiment mort. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, l'équipe derrière Terra s'est empressée de créer un Terra 2.0, évidemment sans cette UST, et donc avec une promesse un peu une promesse de cas d'utilisation un peu moindre. Tout à coup, Terra devenait un projet qui n'avait pas grand-chose de différent que d'autres L1 comme on appelle, donc d'autres grands protocoles blockchain dont la valorisation n'est pas basée sur l'adoption de leur stablecoin. Quand cette monnaie est sortie, donc le Luna 2, elle a été airdroppée, elle a été donnée en grande partie à ceux qui possédaient des UST, à ceux qui possédaient des Terra. Et évidemment, le crash de l'UST a fait que beaucoup de gens ont attaqué cette monnaie, beaucoup de gens ont attaqué le leader qui s'appelle Do Kwon, qui est coréen, et qui était connu pour être un petit peu comme Elon Musk, un petit peu arrogant. Donc les gens ont eu vraiment plaisir à taper sur Terra et les équipes derrière Terra à ce moment-là. Et on a eu aussi les médias, bien sûr,
qui sont mis à attaquer le protocole et à attaquer parfois les cryptos en général. Il y a vraiment eu des règlements de compte à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'amertume de la part des gens qui aiment beaucoup Bitcoin et de la part des gens qui aiment beaucoup Ethereum. En fait, tout le monde s'est mis à taper sur Terra, qui avait connu son heure de gloire, et c'était bien agréable de se venger un petit peu. Bref, ce consensus, à nouveau, toujours la même chose. Hein. Quand vous avez un consensus baissier, quand vous avez un consensus pessimiste, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont passer à côté des vraies valorisations. Et même dans le cas d'une crypto-monnaie qui tombe à zéro, les gens arrivent à passer à côté. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, je vous affiche là une coupure de presse d'un média mainstream assez gros qui écrit « Après son précédent crash, la crypto Luna 2.0 se casse violemment la figure ». C'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est passé. Cet article de presse a probablement été repris des médias américains. J'ai vu exactement le même genre de titre chez CNBC. Donc les journalistes ne réfléchissent pas beaucoup, ils ne comprennent pas vraiment comment les crypto-monnaies fonctionnent. Et donc, ils se contentent de récupérer un peu les on-dit. Il y a beaucoup de on-dit qui font que si vous suivez ce genre d'informations, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui se passe. Ça, c'est donc Terra classique, c'est l'ancien Terra, celui qui a crashé. Vous pouvez voir qu'il est monté jusqu'à 40 milliards de capitalisation. C'est évidemment énorme, sauf qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on peut se dire qu'il vaut désormais zéro, mais il y a eu le airdrop du 2.0. Ça, c'est pas la capitalisation du 2.0 parce qu'elle n'est pas encore disponible, c'est simplement le prix de Terra 2.0. Comme vous voyez tout à gauche du tableau, vous le voyez passer de 20 $ à peu près 4 $. Et c'est là que les médias vous mettent leur super titre. Le Luna 2 se casse la figure, on frappe un homme à terre, le 1 ne marchait déjà pas, et le 2 non plus. Sauf que évidemment, si vous regardez bien en bas en gris, les petites vagues, ce sont les volumes d'échange. Donc ces volumes d'échange à 20 $, ils sont tellement minimes qu'ils sont totalement insignifiants. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune signification. Parler de ça comme d'un crash ou d'une baisse ou de quoi que ce soit qui a à voir avec la valorisation stable et établie de Luna 2.0, c'est ne pas comprendre en fait comment ça fonctionne et ne pas comprendre ce qui se passe. Effectivement, la valorisation, vous voyez qu'elle s'est en fait fixée autour de 6-7 $. Il y a même une pointe à 10-12. Puis là, le journaliste, il n'est plus là pour vous dire que Terra 2.0 a vu sa valeur multipliée par 2. Ça recoupe d'autres vidéos dans lesquelles je vous disais attention, on va vous mettre que les gros titres négatifs putaclic qui vont vous inciter à cliquer et à pleurer sur le cadavre de telle action ou de tel gourou comme Cathie Wood ou de telle crypto-monnaie en l'occurrence. Mais voilà, si vous regardez les choses calmement, vous voyez que le prix du Terra Luna 2.0 est autour de 6 $ actuellement. Et puis qu'il y a un certain volume d'échanges, donc que c'est déjà plus significatif. Il y a maintenant 1 milliard de Terra qui ont été créés, et donc la valorisation de Terra, c'est à peu près 6 milliards, soit un petit peu, allez, disons, on était à 40 milliards sur Terra au plus haut, alors on est quasiment 10 fois moins bien, on est à 6 milliards, on est descendu effectivement à 4 milliards, soit vraiment 10 fois moins au plus bas. Voilà, c'est donc l'investisseur qui a acheté du Terra et qui a eu un airdrop, il a à peu près perdu 90%. Sauf que ce n'est pas aussi simple, puisqu'il faut savoir que durant la phase de tourmente de Terra, vous avez plein de protocoles qui gravitent autour de Terra, qui se sont arrangés pour organiser des airdrops auprès des utilisateurs de Terra. Et ça, c'était l'opportunité de ramasser encore plus de nouveaux coins via des airdrops, et donc la possibilité de se rattraper un petit peu encore sur les pertes qu'on peut avoir sur Terra. Moi, j'ai perdu des grosses sommes sur Terra. Ça faisait partie de mes paris, de mes nombreux paris. Évidemment, le protocole a tellement bien fonctionné à l'époque que la taille de mon bag n'a fait que d'augmenter parce que la valeur de Terra augmentait. Et donc, quand le protocole s'est effondré, j'ai perdu beaucoup. Mais en fait, je me retrouve aujourd'hui avec une valorisation où j'ai perdu peut-être 75% de ce que j'avais sur un protocole qui est censé être mort. Et je n'ai pas encore reçu tous mes airdrops. Et l'écosystème Terra 2.0 n'est pas encore relancé. Et nous sommes en bear market sur les crypto-monnaies. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que
on vous dit que telle crypto-monnaie est morte, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que la valorisation de la crypto-monnaie, elle est aussi due à la communauté qui l'entoure, à la communauté des développeurs. Si Terra 1 meurt et que Terra 2 renaît de ses cendres, eh bien, vous avez toujours de la valeur qui est là. Ce n'est pas comme une entreprise qui, lorsqu'elle fait faillite, eh bien, c'est terminé. Et ça, c'est extrêmement fort parce que ça veut dire qu'une crypto-monnaie, tant qu'elle a une communauté derrière, elle existe et elle vaut quelque chose. Le meilleur exemple de ça, c'est le Dogecoin. Dogecoin, ça n'a aucune valeur. Ça a été créé pour n'avoir aucune valeur. Mais alors pourquoi ça vaut des milliards et des milliards? Parce que ça a de la valeur, parce que la communauté, les gens qui utilisent cette crypto-monnaie, y croient, ou veulent y croire, ou décident d'utiliser cette monnaie, et donc ça vaut quelque chose. Le phénomène qu'on a vu sur Terra Luna, il est déjà arrivé en fait pour d'autres projets, et pas des petits projets. En 2014, Bitcoin a connu une hausse assez forte, fin 2013. Vous le voyez sur le tableau là. Vous voyez là cette forte hausse et vous voyez ensuite cet effondrement. Cet effondrement, c'est dû à un hack extrêmement célèbre qui s'appelle le hack de Mt. Gox. Mt. Gox, c'était une société qui était au Japon et qui traitait jusqu'à 70% de tous les échanges de Bitcoin. C'était l'époque en fait vraiment primitive du Bitcoin où c'était encore très confidentiel, les volumes étaient encore tout petits, la valorisation était encore petite, etc. Et quand il y a eu ce hack de Mt. Gox, on voit que la valorisation elle est passée d'un plus haut de 1100$ à un plus bas autour de 200$. Donc une chute de 80-90% où évidemment on se disait « Ah mais en fait le Bitcoin c'est fini, c'est mort, etc. » Sauf que non. Et c'est là qu'on voit à quel point il y a une résilience plus forte des crypto-monnaies que des entreprises. Et on travaille, nous, chez Vauban Éditions, dont je suis le directeur, on travaille avec un Américain qui s'appelle Tika Tiwari et qui donne cet exemple de Mt. Gox en disant « Quand j'ai vu ce qui s'est passé après l'affaire Mt. Gox et que j'ai vu que ça ne valait pas zéro, parce qu'en fait, après une affaire comme ça, Terra, ça devait valoir zéro, Bitcoin, ça doit valoir zéro. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Avec une fin du monde que vous pouvez voir en 2014. Donc ça, c'est la chute que je vous montrais tout à l'heure. On la voit là, elle est devenue invisible parce que le protocole a continué d'exister. Il n'y a pas de faillite. Le protocole, il continue d'exister. Les développeurs continuent à développer dessus. L'adoption des nouveaux utilisateurs continue. Il a fallu quelques années pour retrouver les plus hauts de 1100$. Et puis en 2017, on a eu le grand bull market. On s'est retrouvé jusqu'à 20 000$ avec le Bitcoin. Ethereum, Bitcoin, ce n'est pas le seul qui a connu ça. Je fais un lapsus parce que je vais vous parler d'Ethereum. Ethereum, là on est en 2016. 2016, il y a eu un hack sur Ethereum qui est très célèbre qui s'appelle le DAO hack. C'est un petit peu compliqué de vous expliquer ça en détail, mais en gros, une DAO, c'est une espèce d'organisation dans la blockchain qui permet de mener des projets, de gérer des fonds. Peut-être qu'on ira plus en détail là-dessus dans une autre vidéo. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a eu un hack de ce DAO. Et ce DAO possédait jusqu'à 15% des Ethereum. Et donc, c'était un vrai tremblement de terre dans l'univers d'Ethereum lorsqu'il y a eu ce hack. Et en fait, c'était une menace existentielle, puisque la valorisation des gens qui possédaient beaucoup d'Ethereum via ce DAO se retrouvaient tout à coup menacés. D'ailleurs, vous voyez la flèche que je vous ai mise, Ethereum valait 20$, et du jour au lendemain, la pointe vraiment, c'est le jour du hack. Donc du jour au lendemain, Ethereum est descendu jusqu'à moins de 12$, puis il a connu une lente descente jusqu'autour de 8$. Encore une fois, à la fin du monde, Ethereum doit faire un hard fork, c'est-à-dire qu'on crée carrément une espèce de nouvelle branche de la blockchain et on revient dans le passé. Ils sont venus à un bloc précédent pour annuler ce hack. Dans la philosophie de la blockchain, on peut assimiler ça à de la triche. En fait, les équipes d'Ethereum ont triché pour rétablir la justice et annuler ce hack. Et c'est de là qu'est née la crypto-monnaie Ethereum classique qui a été utilisée par ceux qui ne voulaient pas de ce hard fork et qui ont continué à utiliser l'ancienne chaîne qui avait été hackée. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que Ethereum, vous savez où ça en est aujourd'hui, c'est beaucoup plus haut bien sûr, mais même Ethereum classique, ça vaut encore beaucoup.
Et donc, vous avez des valorisations là qui sont vraiment extrêmement solides, ou même quand vous forquez des blockchains, elles continuent à valoir quelque chose. L'ancienne blockchain de Luna, actuellement, elle a quand même une certaine capitalisation, alors qu'elle est censée valoir 0 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé donc après la fin du monde d'Ethereum? Je vous laisse juge de la valorisation d'Ethereum après avoir triché, après avoir été hacké, après avoir démontré que c'était une chaîne qui ne fonctionnait pas bien. Et bien, sa valeur, évidemment, a explosé. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc voilà, on en revient au graphique du Luna. On vous dit que ça vaut 0. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez les choses froidement, vous vous apercevez qu'en fait, quasiment l'intégralité des protocoles qui ont une certaine adoption, bien sûr, sont quasiment invincibles. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément gagner. Ça ne veut pas dire que je vous recommande d'acheter Terra ou Ethereum ou Bitcoin. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a une résilience dans les blockchains qui est due à la communauté d'utilisateurs, de développeurs qui est dessus. Et que même si une blockchain meurt, tant que les utilisateurs et la communauté de développeurs qui est autour restent, développent des choses dessus, vous avez de la valeur qui est là. Je pense que j'essaierai de vous tenir au courant de ce qui se passe avec mon investissement Terra. Moi, je suis un investisseur de long terme. Quand j'investis sur quelque chose, je pars du principe que je vais tout perdre. Donc, beaucoup d'investisseurs sont sortis en fait de Terra. Ils ont vendu leurs UST parfois à 50 cents par UST au lieu d'1$ parce qu'ils préféraient avoir un peu d'argent pour quitter le protocole en récupérant un peu d'argent, même s'ils prenaient un haircut de 50%. Moi, j'ai tout gardé. Et puis, je me suis amusé à surfer un peu sur les différents airdrops en vendant mes UST ou mes Luna pour acheter des cryptos dans l'univers de Terra qui promettaient des airdrops si on possédait leurs cryptos d'ancienne génération à un moment T. Donc, j'attends encore mes airdrops. J'attends de voir comment le protocole Terra va continuer à se développer dans sa version 2.0. Pour l'instant, j'ai récupéré une partie de ma mise. J'ai une perte qui ressemble un petit peu à la perte que je pourrais avoir si j'avais investi dans Tesla au mauvais moment. Donc, on n'est pas dans la fin du monde non plus. Donc, j'ai déjà reçu mes premiers airdrops. Ça me permet déjà d'avoir ce coussin qui fait que j'ai pas tout perdu. J'ai plutôt subi une espèce de crash boursier sur ma valorisation de Terra. Un petit peu comme la tech, un petit peu comme... Si vous regardez, Terra, c'est très solide. Ça c'est vraiment bien monté, même pendant que Bitcoin et Ethereum descendaient. Donc, si vous prenez en compte la baisse d'Ethereum, je sous-performe sûrement un petit peu Ethereum, mais pas tant que ça, en fait. Et ça, c'est difficile à appréhender que le protocole qui s'est effondré, sur l'année, il ne performe pas forcément infiniment moins bien que des blockchain leaders. Et ça, c'est vraiment une manière de penser qu'il faut avoir quand on investit dans les crypto-monnaies. Dans le cas de Terra, je ne serais pas étonné de voir que dans quelques années, on s'aperçoive qu'en fait, l'apocalypse Terra était un moment dans lequel les mains fortes prenaient de la valeur sur les mains faibles. Beaucoup de gens ont eu très peur de ce qui s'est passé, je comprends, c'est logique. Mais si vous comprenez comment fonctionnent les crypto-monnaies, vous compreniez que ce n'était pas la fin de l'histoire. Donc on verra ce qui va se passer avec Terra. Gardez à l'esprit que tout ça est extrêmement risqué, que vous ne pouvez investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et qu'il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est au tout début de l'histoire des crypto-monnaies, on est au tout début de l'histoire des cas d'utilisation et qu'en fait, il y a encore énormément de choses à faire et à découvrir. Personnellement, je pense que l'univers des crypto-monnaies va encore se multiplier par 10, 100 et que donc, il y a de la place pour tout le monde, y compris pour des protocoles qui ont maintenant pris un peu de retard. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a des projets de qualité qui viennent dessus ou pas. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer sur Terra. Pour l'instant, je regarde ce qui se passe sans agir, en fait. Je m'arrange juste pour être là pour les airdrops. Et puis, je verrai bien ce qui se passe, en fait. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Gardez une vue long terme. Moi, je vous y incite vraiment. Et surtout, comprenez comment fonctionne
les crypto-monnaies, en quoi elles sont différentes des autres actifs. C'est ça qui vous permettra aussi de bien vous en sortir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que je ne me suis pas fait que des amis en disant ça. Mon discours aujourd'hui, il est vraiment extrêmement contrariant. Mais je pense que en vous montrant les exemples de Bitcoin et de Ethereum, j'ai des arguments. Je me trompe peut-être sur ce qui va se passer par la suite. En fait, j'ai aucune certitude, donc je préfère jouer l'attente et nous verrons bien ce qui se passe avec le protocole Terra. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à très bientôt.